Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les personnes en quête de sens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou qui ont besoin d'aide pour aborder un virage. Bon allez, cette semaine, tout le monde sort son cahier. Oui, tout le monde, même les bavards au fond, je vous vois, vous savez. On ferme les trousses, on arrête d'envoyer des petits mots aux voisins et on m'écoute attentivement parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une ancienne enseignante. Mon invité du jour a passé 23 ans à enseigner, à éduquer, à gérer des chagrins de récré ou des disputes pour une gomme. Parce que oui, être enseignant, c'est aussi gérer les émotions de ces petits êtres. Et les émotions justement, mon invité en a connu beaucoup durant ses 23 ans, professionnellement comme personnellement, et c'est ce qui l'a amené à changer de chemin. Ses épreuves, ses périodes d'épuisement et de surcharge émotionnelle, mais surtout ce cheminement qui lui a permis de se sortir de certaines impasses, eh bien elle a eu l'envie d'en faire son activité. Et elle est aujourd'hui psychopraticienne, spécialisée dans la libération des blessures émotionnelles. À travers différentes techniques, elle vous accompagne et vous encourage à transformer ces émotions négatives en carburant pour aller de l'avant. Alors, est-ce plus dur de gérer les émotions d'enfants ou d'adultes ? Est-ce simple de passer du public au privé ? Et surtout, est-ce que je vais réussir à avoir un bon point à la fin de cet épisode ? Réponse avec mon invité du jour, Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, ravie d'être là. Ouais, en forme, prête à nous raconter un petit peu ton parcours ? Avec grand plaisir. Bon, super. Je suis là pour ça. Le parcours que j'ai décrit brièvement là te convient, c'est un peu ce qui te caractérise. Ouais, alors on va développer tout ça, bien évidemment, c'était une petite intro. Mais donc début dans l'éducation nationale, c'est ça. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a mené à débuter ta carrière ainsi ? Alors ce qui m'a amené à débuter ma carrière comme ça, c'est déjà au niveau familial. C'est un peu un métier de famille. Ma grand-mère était enseignante, ma mère était enseignante, et j'ai deux de mes grandes sœurs qui sont encore enseignantes. Ah oui, donc c'est toute la famille quoi. Voilà, c'est toute la famille. On va dire de par mon enfance et de ce que j'ai vécu et des études que j'ai faites. Mon chemin a été directement à vouloir être avec les enfants, et c'était aussi une sécurité pour moi. On va dire que je savais ce que je devais faire comme études, je savais où je devais aller, j'avais un objectif et voilà, et donc j'ai fait mes études pour devenir enseignante. Et puis un métier long terme aussi, parce que mine de rien, quand tu rentres dans une institution comme ça, tu sais que tu peux y faire toute ta carrière, quoi. Ouais, à la base, c'est ce qu'on pense, ouais. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes qui rentrent dans l'éducation nationale, pour moi, sont pas amenés à faire toute leur carrière là-bas, comme avant. Enfin, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Moi, je me serais pas vue terminer à 67 ans. ouais, ok. Voilà. Mais par contre, toute ta famille, ils ont fait toute leur carrière dedans ? Ma grand-mère, oui. Ouais. Ma maman, malheureusement, elle est décédée à 40 ans. Donc je sais pas si elle aurait continué, mais certainement. Et j'ai une de mes sœurs qui a arrêté, elle s'est retrouvée en retraite à 44 ans. Donc c'est pareil, c'est une chance. Et j'ai une de mes sœurs aînées qui est encore là et qui aura fait sa carrière dans l'éducation nationale. Ok, donc en fait c'était une espèce de logique quoi. C'était quand t'étais enfant, tu réfléchissais même pas à ce que tu voulais faire. C'était sûr que tu voulais faire ça ? Non, quand j'étais enfant, je voulais être fleuriste. Ah ok, d'accord. Voilà. Il y avait quand même autre chose. Ouais, il y avait des choses qui m'attiraient, mais on va dire que ça me faisait peur quelque part. Enfin, dans mon parcours, j'avais besoin d'une sécurité, et comme là, je connaissais, je savais ce que c'était, l'environnement, les enfants. J'ai passé mon BAFA, donc j'étais déjà dans l'animation, et c'est ce qui me faisait, on va dire, le moins peur et qui faisait quand même sens pour moi. Okay. Mais je pense qu'au fond de mes tripes, il y avait autre chose. Enfin, et donc cette envie de partir dans l'enseignement, ça arrive à quel moment à peu près ? Collège, lycée Ouais, on va dire lycée. Ok. Donc cursus classique, non ? C'est ça, pour intégrer l'éducation nationale ? Alors moi, j'aurais souhaité faire... il fallait une licence, donc aller à la fac. J'aurais souhaité faire des études de psycho, mais on m'a dit non, la psycho... c'est pas ce qui a privilégié pour rentrer... parce qu'à l'époque, il y avait une préparation au concours, donc tu pouvais rentrer, ça s'appelait l'IUFM à l'époque. Oui. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est l'INSPE. Avant, c'était l'école normale. Et du coup, comme je sortais d'un bac économique et social, c'était soit lettres, soit histoire. Donc, je suis rentrée dans une licence d'histoire sans être dans cet élan de
vouloir avoir cette préférence parce que moi c'était plutôt la psycho ou la science de l'éduc ou la socio. Donc il y avait déjà quand même cette appétence pour l'aspect psychologique alors dès ce moment-là, ouais. Ouais, okay. Du départ, ouais. Mais pour autant tu te disais pas je vais en faire un métier. Non. Au départ. Non, ça me traversait pas. Je pense que je sais pas en fait si je pouvais m'en sentir capable à l'époque. Tu vois, il y avait ce goût à ça et aux autres et à l'accompagnement, ça c'est sûr, mais voilà, l'enseignement c'était on va dire un parcours plus sécure et plus sûr, mais j'avais pas vraiment pensé à l'accompagnement autre. Ouais, parce que en fait la logique et t'étais sur tes rails pour devenir instit et du coup tu ne te posais même pas la question est-ce qu'il y a autre chose quoi en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. OK. Et j'avais un objectif, c'était d'être rapidement indépendante financièrement. Je voulais partir de chez moi. Et donc on va dire que ça aussi ça faisait partie d'une sécurité à savoir où j'allais et ce que je voulais faire. Est-ce que tu penses que, du coup, oui, enfin, j'allais demander, est-ce que c'est l'influence familiale? Mais oui, c'est clairement, c'est l'influence familiale qui t'a... Ah oui. Ouais, l'influence familiale et puis j'aimais le lien avec les enfants. Ça, okay. C'est certain. Et je l'aime toujours. Je suis pas partie parce que... c'est pas la raison de ton départ. Non, les enfants, je les aime plus que tout. Et il y avait ce côté créatif aussi que j'ai à l'intérieur de moi, que j'arrivais pas à développer pour moi, dans des élans pour moi. Et du coup, je l'ai beaucoup développé dans mon métier, en fait, d'enseignante. Ok, d'accord. Ouais. À quel niveau ? Enfin, qu'est-ce que tu crées ? Alors, j'étais en école maternelle, j'aurais pu faire l'école élémentaire aussi. Mais je créais des spectacles avec les enfants. J'ai fait chanter des enfants en chorale. Donc, il y avait le chant, la danse, l'art plastique. Ça, c'était des choses importantes pour moi. Donc tu commences directement avec des élèves maternels ou est-ce que tu as fait d'autres sections ? J'ai fait d'autres sections, j'ai fait, mais pas en étant titulaire d'un poste, parce que j'ai démarré, au départ on a des postes, on change chaque année, jusqu'à avoir un poste où on devient titulaire. Mais on va dire que sur 23 ans, j'ai fait 19 ans de maternelle. D'accord, ah oui, ok. Donc c'est essentiellement dans la maternelle que j'ai été. Sinon j'ai eu la seule classe que je n'ai pas eue, c'est le CP. J'ai jamais appris à lire à des élèves. Et oui, puis il y a alors le début de carrière. Je sais parce que j'ai un père qui a fait le même métier que toi, qui est à la retraite aujourd'hui, que j'embrasse, s'il nous écoute. Okay. Et au départ, tu t'es pas affecté non plus où tu veux. Le début de carrière est un peu chaotique, non, quand tu te lances dans l'enseignement, je crois. Exactement, ouais. Moi, j'habitais dans le Rhône au départ et j'ai passé le concours en Saône-et-Loire. Donc, j'ai eu un premier poste. Par contre, c'était départemental. C'est pas exactement comme les professeurs. Donc, le fait que j'obtienne le concours en Saône-et-Loire, je savais que je pouvais obtenir un poste... Non, en fait, le poste, c'était sur l'académie. D'accord, ok. Donc, c'était la Côte d'Or, la Nièvre, Lyon. Donc, j'aurais pu changer de département. Mais t'as eu un poste où, du coup ? En Saône-et-Loire, à Bourbon-Lancy, l'ouest de la Saône-et-Loire. Je te demande parce que du coup, moi, je suis originaire de là-bas aussi, je suis de Lyon, donc je me suis dit, ça se trouve, elle a enseigné dans Lyon. Non. Mais ce n'est pas le cas. Ok, donc les premiers pas, ça se passe comment ? Parce que on débarque, on est jeune, mine de rien. Il y a juste une licence, du coup, c'est ça ? Licence, c'est ça, donc 22 ans, ouais. Ouais, j'ai eu une licence. Ouais, j'avais 1 an de retard quand j'ai démarré. Parce que j'ai pas eu le concours tout de suite. C'est alors les débuts, c'est comment du coup ? Enfin, comment ça se passe ? Parce que moi, en fait, je me mets à la place je me rappelle de moi-même quand j'avais 21, 22 ans. Je suis pas sûr que j'étais prêt à enseigner à d'autres gens des choses, quoi. Comment ça se passe ? C'est pas évident. Moi, ce qui était le plus difficile, c'était le contact avec les parents. Parce que quand on débute... qui sont plus âgés que toi, en plus, du coup. Enfin, qui sont... Quand t'as 21, 22 ans, ils sont... Ouais, exactement. Et puis, il y avait la relation aussi avec les autres adultes de l'école. Et voilà. Enfin, moi, ça a été plus dur avec l'ATSEM avec qui j'ai travaillé. Donc, celle qui est dans la classe avec l'enseignant. Avec les enfants, non, j'étais tout de suite à l'aise. En fait, j'ai fait de l'animation avec les enfants. Il n'y avait pas de souci. C'était plus la relation avec les parents et s'exprimer devant des parents. Après, gérer une classe, c'était pas facile au départ. Parce qu'en fait, pendant nos études, on nous apprend beaucoup de choses, mais c'est très théorique. Et en fait, on apprend plutôt sur le terrain. Oui. Tiens, d'ailleurs, c'est un avis que j'aimerais bien avoir de toi. C'est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de formation à former les gens, quoi. Il n'y a pas de formation de pédagogie, ou alors ça a peut-être changé, je sais pas, mais si, il y a maintenant. Ok. On est formé à la pédagogie, mais ça reste très
théorique pour moi. Après, quand on est sur le terrain, ce qui me manque, à mon sens, c'est cette relation, en fait, ce lien avec l'enfant, avec les adultes, parce que c'est très important, en fait. Bah oui. Donc, mais ça, c'est difficile à enseigner, effectivement. Ouais. Mais c'est bien dommage, parce qu'on a plein de choses à enseigner là-dessus. Tout à fait. Voilà. Donc plus difficile. Bon après, alors parle-nous un petit peu de ces 23 ans du coup. Comment ça se passe et surtout donc là tu nous as dit que tu débutais en Bourgogne. Quand est-ce qu'à quel moment t'arrives dans le coin? À La Rochelle ? Ouais. Ah bah je suis là depuis le 4 janvier 2026. Donc, ah oui, d'accord. Ouais, ok, bon, j'avais pas cette info-là. Tu n'avais pas cette info. Ah oui, donc en fait tu fais toute ta carrière en Bourgogne alors d'enseignante. Ouais, c'est ça. J'ai fait toute ma carrière en Saône-et-Loire. Okay. Donc pendant 8 ans, j'ai eu des postes où je changeais chaque année. Et puis en 2009, j'ai commencé en 2002. Et en 2009, j'ai obtenu un poste dont j'étais titulaire. Ah oui, donc il y a quand même 7 ans... 7 ans à changer de poste tous les ans. Et alors, toi qui disais au début que c'était un peu pour la sécurité que tu avais fait ça, est-ce que on se pose des questions quand on est trimballé de poste en poste pendant 7 ans ou pas? Parce que finalement, c'est... Alors, t'as la sécurité de savoir que t'auras quoi qu'il arrive un poste, mais changer tous les ans, c'est un peu instable. C'est pas évident, mais ça permet de découvrir plein de choses, de découvrir plein de personnes, plein d'écoles, différents niveaux aussi au niveau scolaire. Parce que comme je te disais, j'ai fait tous les niveaux sauf du CP. Donc ça permet d'avoir une expérience qui peut être pas mal. Mais après, moi, c'est vrai que avoir ma classe, c'était mon objectif. Parce que l'investissement est pas le même, en tout cas. Bah oui. Puis tu veux voir sur le long terme. Exactement. Alors, long terme, les élèves, ils changent de classe tous les ans, mine de rien. Donc, voilà, mais tu peux gérer ta classe. Mais ce qui est intéressant du fait de changer, c'est aussi de travailler avec des collègues, d'apprendre par rapport à eux comment ils enseignent. Ouais. Parce que c'est des postes où j'étais en complément d'enseignants. Donc, j'étais obligée de communiquer avec eux par rapport à la classe parce qu'on était 2 ou 3 enseignants sur une même classe. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, après, on va arriver sur pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de métier. Mais déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de dire qu'est-ce qui est... d'essayer de trouver du positif dans ce poste-là. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as apprécié? Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est le lien avec les enfants, c'est de mettre en place des projets et aussi j'ai beaucoup aimé le lien avec les parents. Et le lien avec les parents, les enfants et être en lien avec les parents pour le bien-être de l'enfant à l'école, pour moi, c'était essentiel. Okay. Moi, je voulais que l'enfant, il arrive à l'école en se sentant bien, en étant dans un cadre bienveillant, sécurisant. Et quand l'enfant se sent bien, le parent, il est rassuré aussi. Et le lien avec les parents est essentiel parce que les parents ont besoin de savoir que leur enfant va bien et d'être content de voir qu'il est content de venir à l'école. Oui, bah oui. Ils confient leur enfant à quelqu'un d'autre qu'ils connaissent pas, donc effectivement, Donc on va dire que jusqu'à la fin de ma carrière, il y avait des projets qui me portaient, en fait, qui me motivaient. Voilà. Projet, c'est-à-dire ce qui te plaisait, toi, c'était les projets. Donc ce que tu disais tout à l'heure, de créer des spectacles, des choses comme ça, quoi. Exactement. Avec les enfants, d'arriver à un aboutissement et à une représentation auprès des parents, en tout cas, c'était ça qui m'animait. Okay. Et puis de voir progresser ses enfants, de les voir grandir et le lien qu'on crée avec eux quand même qui est assez fort. Mais c'est vrai que du coup, les voir grandir en 23 ans, ça veut dire que les premiers élèves que tu as eus, quand t'es parti, ils avaient 23, 24 ans, quoi. Donc, exactement, ce sont des jeunes adultes. Tu les as eus en maternelle, Donc quand je les vois maintenant, c'est ça met un petit coup de vieux. Effectivement. Ok, bon, alors du coup, venons-en à ce qui fait un petit peu, est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement qui fait que tu commences à te poser des questions, tu te remets en cause? Alors, le cheminement, c'est que de plus en plus, il y avait une fatigue émotionnelle qui était là. C'est un métier qui m'a beaucoup pris parce que je me suis énormément investie. Peut-être que les gens le verraient comme même trop. Mais voilà, ça me tenait à cœur. Et il y a un moment donné où j'avais beaucoup de reconnaissance et je pense que on va dire que ça me remplissait, cette reconnaissance.
Donc c'était des émotions positives alors? Des émotions positives. Ouais, mais... Pour moi, il n'y a pas d'émotions négatives. Ok. Il y a plein d'émotions et il y en a, elles sont moins agréables que d'autres, mais en tout cas, elles ont toutes lieu d'être parce qu'elles ont tout un rôle. Donc voilà, et c'était... ouais, il y avait plein d'émotions positives, mais il y avait une fatigue vraiment qui était énorme parce que le cadre me convenait plus, l'environnement ne me convenait plus. Donc dans l'environnement, il y avait... le cadre de la classe où il y a beaucoup de bruit, donc j'allais pas empêcher mes élèves de parler, de vivre, mais en tout cas ça c'était une fatigue énorme pour moi. Et puis le cadre qu'on nous impose, même si on a beaucoup de liberté dans ce métier, en fait je me sentais comme dans un carcan, je ressentais plus et j'avais plus de sens. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais quoi. C'est pas que je pouvais pas faire ce que je voulais parce que jusqu'au bout, même à ma dernière année où j'étais épuisée, j'ai mis en place des cafés par an. Donc j'ai eu une inspectrice qui était au top et qui m'a donné la liberté de faire venir en plus des personnes de l'extérieur qu'on payait, alors que j'ai été très mal vue par rapport à ça. Parce que à l'éducation nationale, beaucoup de personnes pensent qu'on est capable de tout transmettre. Donc là, il y avait un besoin et demande de parents. Donc voilà, ça m'animait. Mais voilà, il y avait ce cadre qui me convenait plus. Et voilà, et je me sentais frustrée par rapport à ces enfants qui avaient des besoins, mais dans le cadre scolaire, c'est plus ce que je voulais leur apporter. Je leur apportais ce que je pouvais dans le cadre scolaire, mais pour moi, le côté maths français, c'était pas ça la priorité pour moi. D'accord, ouais, tu voulais apporter un plus par rapport à au programme classique, on va dire. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est difficile quand t'es dans l'éducation nationale, quoi. Enfin, oui, et puis quand tu as 25 élèves, que t'es deux adultes pour t'en occuper, et voilà, et la dernière année, j'avais des élèves qui allaient pas bien du tout, et ça, c'est une grosse fatigue émotionnelle, parce que quand on a envie de les aider, de les accompagner, et j'individualisais beaucoup. Donc après, il y en a 24 autres qu'on laisse de côté quand on s'occupe d'un élève qui fait une crise ou qui va pas bien. Et puis, on va dire qu'on n'est pas énormément soutenu parce que quand on est dans notre classe, on fait du mieux qu'on peut. Et puis, quand on demande de l'aide à l'extérieur, des personnes viennent et nous disent voilà, tu peux faire ci, ça, mais maintenant, salut et bon courage à toi. Ok. Donc ouais, alors du coup t'as ressenti parce que on entend beaucoup que il y a beaucoup de baisse de budget et tout ça dans l'éducation nationale, que les classes, même ne serait-ce que les bâtiments des classes deviennent de plus en plus insalubres et tout ça. T'as ressenti tout ça alors du coup? Là il y a des ça va dépendre des communes. Mais oui, moi, c'était plus le mal-être général qu'il peut y avoir et l'environnement. Et quand je te parle de l'environnement, qu'il n'y avait pas que le bruit de la classe, mais les collègues, les adultes qui miroitent autour de ces enfants et qui manquent pour moi de formation dans qu'est-ce que c'est un enfant et ce qui est important. Parce que j'ai vu, on va dire, je vais pas mâcher mes mots, mais des adultes qui maltraitaient les enfants pour moi. Des parents ou des... Non. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'était plus possible, en fait. Oui, effectivement. Et c'est un environnement, pour moi, qui est négatif et qui n'était pas... en tout cas, dans ce que je souhaitais, qui ne me convenait plus du tout. Donc, alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Oui, mais, non, bien sûr. Et c'est pas des... on va dire que c'est pas des... Ils veulent pas faire du mal aux enfants, mais en fait... on manque pour moi de formation et de choses sur comment accompagner un enfant au-delà des maths et du français et des matières à proprement parler. D'accord, ouais, ok. Dans son développement personnel, quoi. Exactement. Surtout qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites maintenant et alors il y a des choses, hein, on a eu des bonnes formations, mais encore faut-il que les personnes s'ouvrent à ça et sentent qu'il y a du sens à ça parce que c'était des formations en distanciel, donc voilà. Très bien, donc surplus émotionnel, quoi. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu commences déjà à te dire faut que je parte, ouais? Exactement. En 2017, je commençais déjà à me dire qu'il allait falloir que je voie une autre orientation. Et puis, il s'est passé encore 2 années. Et là, déjà, j'ai commencé à vouloir me former à différentes choses en plus de mon métier. À côté, ouais. Voilà, donc je me suis formée dans le massage, dans des soins énergétiques.
Et ça m'a beaucoup apporté personnellement. J'ai commencé aussi un travail sur moi et à me faire accompagner. Donc ça, c'était important, et à me faire accompagner par différentes personnes, que ça soit au niveau de mon corps, au niveau psychologique. Et ça m'a amené au confinement 2020, qui a fait que vraiment j'avais besoin de trouver une formation qui pour moi serait solide, serait complète, pour me dire là, avec cette formation, je serai légitime et je vais pouvoir me reconvertir. Parce que alors du coup, ce surplus émotionnel là dont tu parlais, alors je veux pas faire de sensationnalisme, mais du coup t'étais psychologiquement ça allait pas fort, quoi, c'est ça? C'est juste qu'il y avait beaucoup d'émotions qui étaient là, beaucoup de surcharge, parce qu'il y avait aussi ma vie personnelle et mon rôle de maman qui m'a... pour moi, devenir maman, ça a été un tsunami dans ma vie. Donc tout ça a fait que... Ouais, j'ai eu besoin de me faire accompagner, et c'est pas que j'allais hyper mal, mais il y avait plein de choses que j'avais à l'intérieur de moi qui étaient jamais sorties. On va dire que j'étais en mode survie. Quand j'ai eu mes filles, le mode survie est passé au mode tsunami émotionnel. Donc là, je savais plus quoi faire de toutes ces émotions. C'est pas que j'en avais pas avant, mais j'empêchais qu'elles sortent. Et le fait de devenir maman, ça a fait des choses en moi qui étaient... Parce que mes filles, elles faisaient sortir leurs émotions. Ok. Bah oui, quand on est enfant, on n'a pas de filtre ni à ce niveau-là. Bah oui, sauf que moi, quand j'étais enfant, je m'en mettais beaucoup. Donc, Pardon? Je me mettais beaucoup de filtres. D'accord. Ouais, je me suis beaucoup suradaptée au monde des adultes. Voilà. Donc à un moment, c'est sorti, quoi. Ouais, c'est sorti par l'arrivée de mes filles, et du coup, je les remercie. Ok. Elles vont m'écouter, je les remercie parce qu'elles m'ont beaucoup aidé à grandir, même si ça n'a pas été facile. Et donc, tout ça a fait que j'ai eu ce besoin d'être accompagnée, et ce besoin de plus être en mode survie, mais en mode, maintenant, je vais choisir la vie que j'ai vraiment envie d'avoir, parce que si j'étais dans une vie où je me suis réadaptée aux autres, j'avais envie d'être reconnue, d'être aimée, donc je faisais pas vraiment ce qui m'animait, en fait. Alors, ce process-là, du coup, tu commences par prendre soin de toi, c'est ça, en fait, au final, ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment déclic où tu t'es dit, bon, là, c'est fini, faut que j'arrête, faut que je pense à moi avant de penser aux autres, et Oui, c'était quoi ce déclic? Enfin, si tu veux en parler. Oui, bien sûr. Ce déclic, ça a déjà été ma séparation avec le papa de mes filles, où là, je me suis dit, en fait, il va falloir que tu prennes soin de toi et que tu arrêtes de faire prioriser les besoins des autres avant tes propres besoins, et de prendre conscience qu'en fait, si je m'occupais de moi et que je me priorisais, j'allais être mieux avec les autres, en fait. Et aussi à l'école, même si finalement à l'école, il n'y avait plus de sens, donc finalement, j'avais beau faire tout ce que je voulais, c'était plus bon. Et le fait comme ça de commencer à prendre soin de moi, donc ça, c'était en 2018. J'avais commencé un petit peu à me former avant, quand j'étais avec le père de mes filles, et voilà. Et le fait de me retrouver toute seule, je pouvais pas tout changer, et le métier et la séparation, pour moi, c'était pas possible. Ok. Pour moi, il faut y aller petit à petit. Oui. Et alors, prendre soin de toi, ça a impliqué quoi? Tu t'es fait accompagner par des personnes spécialement? Oui, je me suis fait accompagner. Quel type de professionnel? Alors, je me faisais masser. Ouais. Je me suis fait accompagner aussi par une psychologue qui faisait de l'EMDR. Okay. Beaucoup d'accompagnement, en tout cas psychocorporel. J'ai fait de l'accompagnement au niveau que passer par la parole, mais pour moi, c'était important de passer par le corps. Ok. Et j'ai soigné mes traumatismes, en fait. Et t'as aussi, alors c'est juste une supposition, mais t'as peut-être aussi appris à quand même, expliciter tes envies à toi, quoi. Parce que finalement, ce que t'avais pas beaucoup fait depuis le début, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Apprendre à mieux me connaître et à savoir quels étaient mes réels besoins, parce que finalement, je savais pas, en fait. Oui, parce que vouloir commencer à ne plus penser aux autres, mais à penser à soi en premier, il faut déjà savoir qui on est et ce dont on a besoin. Parce que quand on a fait passer les autres en priorité, finalement, on sait pas trop ce dont nous, on a envie, quoi. Exactement. Donc déjà, c'est commencer à dire ce qu'on veut plus, peut-être. Moi, je suis passée par... je savais ce que je voulais plus, mais ce que je voulais, pas trop. Ouais. Et dans ce travail sur moi, comme tu dis, j'ai appris à mieux me connaître, à apprendre à qui j'étais, parce que finalement, je m'étais déconnectée de qui j'étais. Et à travers les émotions, justement, et le corps, de voir quels sont les besoins derrière.
Et dans tout ce travail, c'est comme si ça m'avait reconnecté à vraiment à mon élan vital en fait. Mais ça, c'est arrivé progressivement. Oui, ça arrive pas du jour au lendemain, Non. bien évidemment. Ouais. Non. Bah, tu Non. dis de toute manière que t'as commencé ça en 2017-2018, Ouais, c'est ça? C'est ça. Et tu t'es lancé 2025-2020, ouais. Bah là, en fait, j'ai quitté l'éducation nationale au 31 août 2025. Ouais, ok. Donc, oui, alors ça le prend du temps. cheminement a été progressif puisque je me suis formée pendant 3 années et que quand j'ai décidé de partir de l'éducation nationale, j'avais déjà quand même eu cette formation qui me permettait de me reconvertir en tout cas. Et comment ça se passe quand on se forme, quand on fait une formation à côté et qu'on est dans l'éducation nationale? Il faut les avertir, il faut les... Ouais, alors c'est pas évident. Déjà, ils financent rien du tout. Ouais. Donc voilà. Et moi, ce qui m'a permis de faire cette formation, parce qu'en fait, quand on prend un congé formation, on doit le triple à l'éducation nationale. Donc une journée de congé formation, on doit 3 ans. Donc quand l'objectif est de partir, c'est un petit peu compliqué. Bah ouais. Et moi, la formation que j'ai trouvée sur 3 ans, c'était 3 jours par mois, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Donc moi, j'avais besoin qu'ils m'autorisent à m'absenter une journée par mois pendant 3 ans. Okay. Donc j'ai vite, comme je travaillais à plein temps, j'ai vite rendu tout ce qu'ils m'ont donné au niveau congé formation. C'était pas évident parce qu'ils accordent et puis après ils me remplacent pas. Donc ça râle. Bon, après moi, ça ne dépendait plus de moi, mais voilà. Ah mais t'arrivais quand même, alors, parce que t'étais, toi qui dis que tu faisais passer les autres avant, quand ça râlait, parce que t'étais pas là, t'arrivais quand même à faire ce chemin de te dire, c'est pas mon problème et tout ça, ou c'était dire Non, au début c'était difficile, mais après, je me disais que moi on m'avait accordé ça et que le fait de pas être remplacée, c'était pas de ma faute, mais au début, oui, c'est vrai que je me culpabilisais un peu en me disant, il y a personne pour me remplacer et ça donne des contraintes aux parents, mais qui étaient très compréhensifs par rapport à ça. Ok, au moins, parce que c'était ce que j'allais te demander, parce que effectivement, des fois, ça peut coincer avec les parents, quoi, ce genre de choses-là. Non, mais ça va, ça a été, t'es tombé sur une bonne cuvée de parents d'élèves. Globalement, ouais, j'avais des très bons parents d'élèves. J'ai jamais eu de soucis avec les parents. Ok, bon, donc tu commences à prendre soin de toi. T'identifies au bout de combien de temps est-ce que t'identifies ce que t'aimerais faire après, du coup? Eh bien, en 2020, donc je vois cette formation que j'ai faite, mais que j'ai démarrée qu'en 2021. Mais entre l'idée de me dire, ouais, elle est géniale et je vais sauter le pas de la faire réellement, ça m'a demandé 1 année parce que c'était un coût financier et que Ouais, c'est des formations qui sont difficilement finançables, ça. Enfin, c'est ton argent perso. Exactement. Et ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Et puis, je demande un petit peu dans l'éducation nationale s'il pourrait y avoir des choses pour m'accompagner. Donc maintenant, il y a des conseillères ressources humaines. Bon, elles m'accompagnent un petit peu, mais du coup, j'ai pris quand même un bilan de compétences à côté. Okay. Et ce bilan de compétences m'a vraiment confirmé qu'aller vers l'accompagnement comme je fais actuellement, c'était ça qui me convenait. Donc je fais le bilan de compétences en janvier 2021 et je démarre ma formation en septembre 2021. Donc une formation sur Paris de 3 ans avec vraiment des outils psychocorporels et une approche, plein de choses au niveau psychopathologie, pharmaco, l'accompagnement sur le trauma, voilà. Donc cette formation, tu l'as fait pendant que tu es encore à l'éducation nationale, alors. Exactement. Alors toi qui étais surchargé émotionnellement, ça en rajoutait encore plus, ça faisait pas beaucoup, trop? Ça en rajoutait, mais c'est surtout que ça mettait du sens et ça me plaisait. Donc non, ça m'a beaucoup apporté. c'est important ce que tu dis parce que c'est en fait ce qui est le problème c'est pas enfin bon alors c'est un avis mais l'important c'est pas de trop faire, c'est surtout de faire des choses qui nous plaisent pas quoi. Quand on rajoute un truc qui nous motive, on n'a plus l'impression de travailler quoi. Exactement. Ouais. Là, la formation, ça faisait sens. Donc, c'est sûr que je me suis rendu compte que le métier faisait plus sens. Donc, je remettais en place des projets pour me motiver. Mais en fait, au bout d'un moment... donc, finalement, on a beau essayer de se réguler émotionnellement quand... en tout cas, moi, me concernant, quand il y avait plus de sens, finalement, je pouvais tout faire et
Cette formation, elle dure combien de temps? Tu l'as dit, je crois. 3 ans, de septembre 2021 et j'ai été certifiée en avril 2024. D'accord. Ouais, c'est long, oui. C'est long, ouais. Mm. Cette formation-là, elle était plutôt très théorique, ou est-ce que t'as quand même réussi à avoir des cas pratiques sur lesquels travailler? Non, il y avait beaucoup de pratiques, c'est pour ça que je l'ai choisie, parce que au début, j'hésitais à reprendre mes études à la fac et faire psycho, mais ça demandait 5 ans d'études et c'est très théorique, et moi j'avais besoin d'une formation où il y ait de la théorie, mais aussi de la pratique. Et donc là, non, on pratiquait beaucoup, il y avait de la supervision. On a fait un mémoire en pratiquant justement. Donc non, et la pratique c'était au niveau de ces outils psychocorporels en tout cas. D'accord. Et du coup, est-ce que les premiers pas dans cette formation te font dire que ça y est, t'as trouvé la bonne voie et que tu es dans quelque chose que t'aimes? Alors oui et non, parce que cette formation m'a bouleversée aussi dans le cheminement que j'ai fait sur moi. Et qu'à côté j'étais épuisée de par je commençais à être épuisée de par le métier d'enseignante et donc à la fin de la première année j'ai failli arrêter. Voilà, en me disant non mais t'es peut-être pas faite pour ça, donc ça ne sert à rien de continuer à faire cette formation parce que moi je la faisais pour me reconvertir. Et puis en fait j'ai vu les choses d'un autre œil et je me suis dit pourquoi tu la ferais pas aussi pour toi, parce que elle t'apporte énormément. Donc j'ai accepté ça et donc j'ai continué la formation. Elle t'a bouleversée parce que elle t'a fait découvrir des choses sur toi ou pour de... Oui. Ouais, parce qu'elle m'a fait faire un travail sur moi ce qui est un travail sur soi profond, c'est pas toujours très confortable. Non. Même si ça fait beaucoup avancer et beaucoup aller vers des changements concrets, mais c'est pas confortable. Donc c'est cet inconfort à un moment donné qui a fait que voilà, je savais plus si j'étais vraiment au bon endroit en fait. C'est pas confortable parce que du coup tu découvres des choses que t'avais pas voulu, enfin que t'avais un petit peu enfouies, c'est ça? Des choses qui sont enfouies et puis un travail sur mes traumatismes que j'avais qui étaient au fond de moi, qui avaient besoin de sortir mais qui étaient au fond, et quand ça sort mais bon, c'est que quand ça sort c'est prêt à sortir, mais voilà. Mais est-ce que ça fait pas du bien aussi de faire sortir ces choses-là? Ah si, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Si. C'est pas facile sur le coup, oui, mais avec le recul, c'est complètement. Quand même, Là, je serais pas avec toi ici oui. Aujourd'hui si j'avais pas fait tout ce travail. Et même au-delà d'être avec moi, c'est surtout, tu serais pas, tu vois, tu serais peut-être pas la même personne non plus, peut-être pas. Exactement. Là, quand je parle avec toi, c'est aussi ce changement de profession. Mais là, j'ai complètement changé de vie. Je suis partie de là où j'étais et j'arrive dans un endroit où je connais personne et où ça allait personne être ma question aussi. Ouais. T'es arrivé depuis quand du coup en Charente-Maritime? Enfin, depuis quand? Non, tu l'as dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? Ce qui m'a fait arriver ici, c'est que j'ai continué de me former après ma formation qui s'est arrêtée en 2024, et j'ai continué le travail sur moi et j'ai fait une formation en juin 2025 qui m'a reconnecté à un élan de vie, et ça faisait longtemps que je voulais venir vivre au bord de l'océan, dans l'ouest, sans vraiment oser passer le pas parce que j'ai mes filles qui sont restées dans l'est. Ouais, difficile. Voilà, et là en fait rien ne pouvait plus m'arrêter. Je peux pas t'expliquer, il y a eu un élan, un mouvement de mon corps qui faisait que ma décision était prise et rien ne pouvait m'arrêter. La vie des autres... c'est leur vie d'ailleurs. Et j'étais déterminée. Alors justement, tiens, la vie des autres, ça m'intéresse parce que du coup, tu nous as dit que tu venais d'une famille qui était pratiquement tous dans l'enseignement. Comment ils ont vécu ce changement de cap de ton côté? Ils m'ont beaucoup soutenue. Enfin, en tout cas, il n'y a pas du tout eu de... Il y a eu des gens autour de moi qui m'ont dit, notamment le père de mes filles, qui lui me suivait pas du tout là-dedans, parce que pour lui, mais après c'était lui, sa vision à lui. J'étais dans un boulot sécure, donc pourquoi j'allais en sortir? Mais après, mes sœurs m'ont beaucoup soutenue là-dedans. Mes filles aussi, il n'y avait aucun problème, elles m'ont soutenue dans tant mieux, parce que des fois ça peut aussi... Bien sûr, tu vois, quand tu as ouais. Quand vraiment c'est j'allais dire c'est l'ADN de votre famille. Bon, vous êtes plus que ça. On est tous plus que notre métier d'ailleurs, mais oui, ça peut des fois engendrer des questionnements, quoi. Mais quand tu dis c'est l'ADN de la famille, il y avait énormément de loyauté. Mais après, c'est inconscient. De loyauté.
De loyauté justement par rapport à la famille. Donc ça veut D'accord, dire, ça veut dire que inconsciemment, j'y restais aussi parce Ouais. que ben il y a ce truc de si je m'en vais, il y a un truc que je coupe dans le lien avec la lignée. Ah oui, ok, tu Enfin, t'étais mis ça dans la tête. Oui, mais c'est en fait, inconscient, mais oui. c'était inconscient et c'est revenu Bah à ma oui. conscience en travaillant sur moi, mais il y avait ça quand Alors même. tiens, c'est très intéressant ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on ressent quand finalement on se rend compte que pas du tout la famille est très compréhensive et nous suit. Alors moi, dans mon parcours, c'est que j'ai perdu ma maman, j'avais 3 ans et demi, et que dans cette loyauté, c'était comme si... parce que j'avais pas peur de la réaction de mes sœurs, mais dans cette loyauté inconsciente, c'est comme si je gardais un lien avec elle et que le fait de quitter, et il y avait aussi comme si j'abandonnais ces élèves dont je me suis occupée pendant 23 ans, tu vois. D'accord. C'est assez fou parce que j'en avais pas conscience tout de suite, mais voilà, c'est en fait je tiens parce que faut que je sois là pour eux en fait. Et là, tu sais, ça aussi, c'est super intéressant. Comment est-ce que t'as des petits tips ou je sais pas un petit process comment on fait pour se débarrasser de ces trucs-là, de se dire ouais mais là je vais abandonner quelqu'un, etc. De comment on fait pour se débarrasser un petit peu de ce besoin de toujours faire plaisir aux gens. Enfin, c'est même pas faire plaisir, c'est d'être là pour les gens et de voir les gens avant soi-même, quoi. Oui. Comment on fait pour se débarrasser de ça? Alors on va pas régler ça en 5 minutes, hein, ouais, mais... c'est ça. Moi, ça a vraiment été le travail sur tout ce que j'ai traversé dans mon enfance et qui a fait que je priorisais les autres avant moi parce que j'étais en insécurité en fait dans l'environnement que j'avais, à part quand j'allais chez mes grandes sœurs. Et cette insécurité a fait que je m'adaptais à l'autre pour me sentir en sécurité. En fait, c'était une adaptation. D'accord. Et donc, c'était... du coup, dans mon fonctionnement, c'était prioriser l'autre pour pas me sentir en danger, en fait. Enfin, c'est peut-être pas très clair. Si, moi je comprends. Alors, je te dis ce que je comprends, tu me dis si c'est ça. Oui. C'est que du coup, pour être sûr d'être accepté et que l'autre ne te mette pas en danger, tu t'adaptais, tu te conformais à lui, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Et donc, ça a été d'apprendre à mon corps, parce que mon corps, il oubliait pas ce qui s'était passé avant, et ce que je vivais dans le présent, c'est ce que mon corps avait pas oublié. Et donc déjà de mettre de la conscience, mais la conscience ça suffit pas parce qu'on peut comprendre notre fonctionnement, mais l'avoir encore, c'est de réparer le corps et de mettre de la sécurité dans son corps pour voir qu'en fait on n'est pas en danger quand on est dans le lien avec l'autre et que tu sais il y a l'histoire aussi de pas vouloir être en conflit avec l'autre. Moi j'étais comme ça, si je suis en conflit, l'autre je vais le perdre en fait. Ouais, tout à fait, oui. C'est des mécanismes de peur, quoi, tout ça. Enfin, c'est, de peur de l'autre, quoi, en fait, exactement. Au final. Mais ça, c'est le corps, en fait, qui le garde et qui l'oublie pas. Ouais. Et donc, quand on revient à une sécurité à son corps, c'est ça qui permet moi, qui m'a permis d'aller vers ce changement et de plus me dire, c'est pas parce que je vais être en conflit avec l'autre ou que je vais pas être d'accord ou que je vais pas prioriser ses besoins à lui que... qui va plus m'aimer ou me rejeter ou m'abandonner en fait. Ouais, en fait t'as peur de l'autre, donc du coup tu fais en fonction de lui, quoi. Ouais. Donc, Ok, intéressant. Alors du coup donc t'as quitté donc t'as cette formation, tu l'as terminée et t'as quitté tout de suite l'éducation nationale? Ah non, pas du tout, parce que entre le fait de me dire je vais quitter et le fait de le faire, non, ce qui m'a amené à vraiment le déclic à prendre la décision, c'est que j'ai fait une année scolaire 2023-2024 très compliquée où j'étais là épuisée, où j'ai informé mes hiérarchies que j'étais épuisée et que voilà, j'avais ce souhait de me reconvertir, mais qu'entre le moment de le faire réellement et de passer le pas, j'avais besoin qu'on m'aide et qu'on me sorte de la classe en fait. Et en fait, j'ai cherché plein de choses pendant toute l'année scolaire, des solutions, et tout m'a été refusé. Tout. Ouais, donc là, tu dois te sentir seule, quoi. Ouais, complètement. Et j'ai terminé l'année avec des élèves qui m'ont tapé dessus. Donc là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'imagine, ouais. Et en fait, j'ai passé des vacances d'été de l'année 2024 très compliquées parce que je me disais, il y a 2 mois de vacances, je vais revenir, ça ira mieux. Et en fait, là, c'est mon corps qui a dit stop et qui m'a empêché... Enfin,
j'ai pas pu y retourner. J'avais la nausée. J'ouvrais mon catalogue pour préparer ma classe. Ça me donnait la nausée. Rien que d'aller dans la classe. Donc voilà, j'ai informé mon inspectrice que c'était pas possible, que je pourrais pas y retourner. Qu'il fallait qu'elle là, me le trouve corps une parlait solution. quand on parlait du corps tout bah à là, l'heure. oui, Ouais. complètement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que du coup, bon, alors à ce moment-là, quand ça arrive, tout ça là, t'as déjà fait cette formation-là et Oui, tout ça. elle est terminée. Est-ce que quand ça arrive et que du coup t'as ce rejet physique de ton lieu de travail, est-ce que tu te dis, c'est en train de tout foutre en l'air ce que j'ai fait comme travail en amont ou pas? Ou t'as toujours quand même ce truc en toi de... Non, je me suis pas dit que ça foutait tout en l'air, mais heureusement, j'étais beaucoup accompagnée. Et Ouais. ça m'a permis de garder le cap, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vécu cet été-là, j'ai appelé mon inspectrice, elle m'a proposé un autre poste, parce que j'arrivais pas à retourner dans l'école où j'étais, mais c'était plus profond que ça. Et donc j'ai repris sur un poste de remplaçante, et j'ai fait une journée. Et là, il y a un élève qui... au bout d'une demi-heure, je venais d'arriver dans l'école, et en plus j'étais en supplément sur la classe, qui a fait une crise de colère, de rage, il m'a insulté, frappé... Et après, il a pleuré pendant une demi-heure dans les bras, donc je pense que je souffrais avec lui. Okay. Parce qu'en fait, le pauvre, il était mal, enfin, je veux dire, oui, c'était pas contre moi. Et là j'ai eu un déclic, un instinct de survie, en fait, en me disant, non mais là, en fait, t'es complètement épuisé, donc tu vas te respecter et tu vas aussi respecter ces élèves, parce que je sentais que je pouvais plus être là pour les accompagner, en fait. Et donc, le lundi soir, j'étais très très mal. J'ai pleuré pendant 3 heures et en fait, c'est le déclic qui a fait que j'ai appelé mon médecin pour prendre rendez-vous. Mais là, la décision, en fait, elle était claire dans mon corps, c'est que je ne voulais plus jamais remettre les pieds dans une classe. Ok. Ça a été... Ok, ça a été le déclic. Ouais. Et comment on quitte l'éducation nationale? C'est difficile ou pas, du coup? C'est pas simple. Alors moi, je m'étais fait accompagner, j'avais fait je savais tout ce qui, vers quoi c'était nécessaire d'aller pour quitter. Donc j'avais tous les renseignements. Donc déjà, j'aurais pu au départ démarrer mon activité en complément de travailler. Mais pour moi, c'était pas possible. Et pour moi, l'idéal, c'était la rupture conventionnelle, parce que je ne pouvais pas démissionner. C'était pas possible pour moi financièrement. Ouais. Et la rupture conventionnelle existe dans l'éducation nationale. Ok. Ils acceptent facilement ou... Alors moi, on me disait que c'était très compliqué et je l'ai demandé, du coup, ça a été un long processus, mais je l'ai demandé pour, en fait, en janvier 2025. Mais comme c'est d'année scolaire en année scolaire, j'ai pu l'obtenir quand... Donc là, j'ai fait un courrier, j'ai passé un entretien. Et après, j'ai su que dans l'académie, toutes les ruptures conventionnelles avaient été acceptées. Cette année-là, les années d'avant, il y avait eu des refus. Ouais, ça dépend du contexte. Ouais, exactement. En tout cas, moi, ça a été bon, donc tu as réussi à t'extirper via une rupture conventionnelle. C'est ça. Donc il n'y a pas très longtemps, au final. Non. Il y a quelques mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es lancé tout de suite dans cette nouvelle activité? Exactement. Ouais. En fait, on va dire que... D'abord, déménagement, peut-être, non? Ici? Non. Non? T'étais déjà ici? En fait, oui. J'ai créé mon entreprise le 1er octobre 2025. Donc, j'avais démarré, en fait, pas officiellement, mais un peu en cachet. J'accompagnais déjà des personnes. Parce qu'en fait, j'ai été en arrêt toute l'année scolaire 2024-2025. Le médecin m'a arrêté toute l'année. J'étais pas sûre d'obtenir la rupture conventionnelle, mais j'étais dans ce processus-là. Donc, j'ai eu de la chance. Le médecin du travail me soutenait aussi par rapport à ça. Okay. Ça voulait pas dire que j'allais obtenir la rupture conventionnelle. Et pendant toute cette année scolaire où j'étais en arrêt, je me suis fait accompagner aussi pour la création d'entreprise, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de complètement nouveau qui n'était pas du tout dans ma famille, parce que dans ma famille... il y a l'éducation nationale ou côté salarié, mais j'avais pas du tout d'exemple de personnes qui étaient dans l'entrepreneuriat. Ok. Ouais, donc faut aussi se former à ça. Exactement. Donc je me suis fait accompagner par une coach qui m'accompagne encore à l'heure actuelle. La thérapie, je continue aussi. Là maintenant, je me fais superviser aussi. Et puis j'ai eu un accompagnement par la CCI, la Chambre des métiers. Ouais, ok. Ouais. Voilà, qui m'a proposé un accompagnement, pour faire une étude de marché. Et j'ai créé mon entreprise le 1er octobre, et donc j'ai démarré dans l'Est, là-bas. Alors, juste, parce que là, ça va faire
bientôt 50 minutes qu'on parle et on n'a toujours pas évoqué ta nouvelle activité. Alors on va peut-être en reparler. Oui. Donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais, comment t'accompagnes les gens, etc. Ouais. Alors moi j'ai voulu vraiment me centrer sur les femmes hypersensibles et les mamans. Et moi je les accompagne en cabinet. Alors je fais en présentiel, mais je peux faire aussi en distanciel. Et pour moi l'objectif c'est de les accompagner à retrouver une sécurité intérieure pour s'apaiser dans leur quotidien, parce qu'en général les femmes qui viennent à moi, elles ont une grosse surcharge mentale, elles ont du mal elles se sentent vraiment submergées par leurs émotions. Là, il y a beaucoup de femmes en ce moment qui viennent à moi qui ont envie de savoir qui elles sont, justement de se faire dans un processus où elles ne veulent plus faire passer les autres avant elles. Ouais, ok. Et un peu, tu sais, qui je suis et qu'est-ce que je suis venue faire ici, en fait. Ok. Donc en fait, t'accompagnes les toi d'il y a 5-6 ans, quoi. Exactement. Ok. Exactement. C'est c'est de la gestion d'émotions, quoi, beaucoup de l'écoute, c'est ça. Enfin, quelle technique tu utilises pour accompagner ces femmes? Alors là, j'utilise des techniques qui passent par le corps, pas que par la parole. Donc des outils psychocorporels comme l'EFT. Alors je sais pas si tu connais, c'est une technique de libération émotionnelle où tu vas aller parler d'un événement qui a été douloureux, soit du passé, soit du présent, et c'est de reconnecter le corps à cet événement et d'aller libérer toutes les émotions qui n'ont pas été digérées, tout ce que les sensations corporelles qui n'ont pas été libérées par rapport à cet événement. Et ça permet aussi il y a aussi toute une psychoéducation au niveau des émotions, parce que souvent on les met de côté, parce que tu vois, toi tu parlais d'émotions négatives, parce quand on ressent une émotion, parfois ça peut être très désagréable et donc on va se couper de ça, on va se couper des sensations qui sont reliées à l'émotion, mais l'émotion elle va toujours revenir parce qu'elle a un message à faire passer et derrière elle parle d'un besoin ou de quelque chose à libérer qui date d'il y a longtemps. Oui, tout à fait, ouais. Quelque chose qu'on a gardé enfoui, quoi, encore une fois. Et c'est d'accompagner aussi les parents dans, si besoin, accompagner leurs enfants justement dans la gestion émotionnelle, parce que ce qui est dur quand on devient parent, c'est d'accompagner nos enfants là-dedans, parce que quand soi-même on s'est coupé de ça et qu'on se sent submergé, c'est difficile de permettre à notre enfant d'être en colère et de lâcher cette colère qu'il a besoin. Puis lui, son cerveau, il peut pas se sécuriser tout seul, il a besoin d'un appui d'adulte en fait. Ouais, ok. Mais c'est pas évident. Bah non, c'est clair, oui, non, c'est sûr. Intéressant. Donc là, ça y est, t'es officier, enfin t'es en capacité d'accompagner des gens, enfin t'es lancé, oui. J'ai un cabinet là à La Rochelle. Ok, qui est où à La Rochelle? Il est 5 rue des Frères Prêcheurs, il est dans le centre-ville, pas loin du marché central. Et donc installé à La Rochelle depuis peu alors. Voilà, c'est ça. J'ai emménagé au mois de décembre et je suis repartie pour les fêtes et je suis revenue le 4 janvier. Avant la neige. Ouais, le 2 jours avant la neige. Ouais. C'est ça. Au moins, je trouve que c'est un beau décor pour t'accueillir. La Rochelle sous la neige, c'est complètement assez d'accord. féerique. C'était magique. On est d'accord. Ok, alors donc du coup, est-ce que t'as d'autres choses à mettre en avant sur cette nouvelle activité, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, ce que je souhaite aussi, c'est mettre en place des accompagnements, des ateliers collectifs. Donc là, je vais mettre en place des ateliers pour un peu sur la gestion émotionnelle, donc pour les parents avec leurs enfants. Et puis j'ai à souhait d'être dans la pluridisciplinarité, donc de travailler avec d'autres accompagnants. Ok, bon bah super. Émilie, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question? Est-ce que tu penses qu'on a tout dit? Oui. Alors on a beaucoup parlé, mais je pense que c'était intéressant. On a un peu moins parlé de ta nouvelle activité. Alors du coup, peut-être dire aux gens où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'ils peuvent te contacter notamment. Oui. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc Émilie Sol, psychopraticienne. J'ai un site internet aussi. Alors juste pour dire, Émilie Sol, SOL, tout simplement. SOL, oui, exactement. Et j'ai un site internet avec
un agenda en ligne. Donc voilà, et sur le site internet, vous avez pas mal d'infos sur la façon dont j'accompagne et qui j'accompagne. Est-ce que alors oui, donc je mettrai tous les liens en description, bien évidemment, comme d'habitude. Est-ce que t'as un petit conseil ou un petit, je sais pas, quelque chose à dire aux gens qui seraient dans la situation dans laquelle t'étais toi il y a je sais pas 5-6 ans et qui se poseraient des questions? Moi, le conseil, ça serait de pas attendre d'être prêt à 100% pour aller vers la vie qu'on a envie d'avoir. Mais ça veut dire que ça passe par s'écouter et l'importance d'y aller pas après pas. Parce que des gros changements comme j'ai pu faire, c'est un long cheminement. Et c'est de se dire qu'est-ce qui là est en train de s'éteindre en moi. Mais par contre, qu'est-ce qui rallume cet élan et qu'est-ce qui rallume ma flamme, en fait, d'être dans la vie et pas dans la survie. Ouais. Ok, bon bah écoutez, moi je vous invite, voilà, si Émilie et son discours vous ont intéressé et son process surtout, parce que finalement c'est ce process-là c'est ce process-là que tu proposes aujourd'hui, on est d'accord, ouais. Complètement. Et bah d'aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Merci beaucoup Émilie de t'être rendue disponible, d'avoir répondu à mes questions. Merci encore une fois à l'espace de coworking Working Share qui nous accueille pour enregistrer cet épisode, et puis merci à vous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite.